Salut Pilou, salut les cinéphiles. Dans cette vidéo, nous allons découvrir le cinéma français avec le festival du film français, autrement dit le FFF dans le jargon. Donc voilà, c'est la première fois, c'est le 20e anniversaire. Donc il a été créé en 1997. 20 ans, c'est dingue, et c'est la première fois que je le fais, et donc on va découvrir ça ensemble avec ma sélection, puisque bien entendu il y a énormément de films, énormément de possibilités, mais voilà, c'est parti! Bam bam, mon chat se place, j'ai sur mon lit à bouffer sa langue en buvant, prends mon whisky quant à moi, peu dormi, vie débris, mais j'ai dû dormir dans la gouttière où j'ai eu un flash. En 4 couleurs. Allez hop, un matin, une louloute est venue chez moi, poupée de cellophane, cheveux chinois, un sparadrap, une gueule de bois, a bu ma bière dans un grand verre en caoutchouc, comme un indien dans son igloo. Ça plane pour moi, ça plane pour moi, ça plane pour moi, moi, ça plane pour moi. Ça plane pour moi, ça plane pour moi, ça plane pour moi. Ça plane pour nous. Bienvenue pour la première soirée du 20e Festival français du film de Prague. Ça plane pour nous, pro nás dobrých, vítejte na zahájení Festivalu francouzského filmu v Praze. Merci d'être aussi nombreux justement pour venir voir le film de Jacques Doyon, en présence aussi de son distributeur Ivan Ronech. Pour faire simple et ne pas raconter toute l'histoire du cinéma, ce que nous ferons beaucoup chaque soir pendant une semaine, l'histoire du cinéma passe par l'histoire du cinéma en France depuis les Frères Lumière. Ne soyons pas modestes. Se situant dans l'après-Nouvelle Vague, nous avons un film que vous allez découvrir de Jacques Doyon. Et voilà, premier film du festival, et nous avons la chance d'avoir le réalisateur. Je partagerai son discours dans une autre vidéo. Mes amis, il y a 100 ans, Rodin est mort. Et Rodin, c'est qui? Rodin, c'est un sculpteur français. Et cette année, Jacques Doyon a fait revivre le sculpteur sous les traits de Vincent Lindon, méconnaissable selon moi. La chanteuse de rock Isia, que je ne connaissais absolument pas avant, si je l'avais vue dans Une belle saison avec Cécile de France, joue le personnage de Camille Claudel, qui est l'élève et la maîtresse de Rodin. Il faut savoir que je suis tombée en amour avec Rodin et plus particulièrement Camille Claudel en ayant lu le livre Une femme. J'ai oublié le nom de l'auteur, je suis désolée, mais ce livre retrace la vie de Camille Claudel. Et il m'a bouleversée, j'ai adoré ces deux personnages et voilà, donc forcément j'ai voulu voir le film de Rodin. Avec le film Camille Claudel qui est sorti en 1988 de Bruno Nieten avec Isabelle Adjani et Gérard Depardieu, donner la partie de l'histoire, on va dire, du côté de Camille Claudel. Et là, Jacques Doyon donne le côté opposé, c'est-à-dire le côté de Rodin. J'ai beaucoup aimé ce film, déjà parce que ça parle de Rodin et Camille Claudel, mais aussi pour les plans, les jeux de lumière, bon, pas les dialogues, la musique de Philippe Sardre aussi qui est très sympa. Mon amour pour ces deux entités du monde de la sculpture me rend difficile l'analyse et la critique du film. En tout cas, personnellement, ma passion est nourrie avec ce film, j'ai beaucoup aimé, j'ai passé un très bon moment. C'est pas un grand film, mais c'est un très bon film et encore une fois, j'ai beaucoup aimé j'ai beaucoup aimé le travail avec la lumière et les plans. Donc voilà, avec ce premier film, je comprends que c'est le début d'une semaine remplie de découvertes cinématographiques, car je viens de sélectionner les films que j'allais voir pendant cette semaine. Il faut savoir que le festival est diffusé dans 6 salles différentes, partagées dans 4 cinémas dans Prague, le Zwieltozor, le Lucerna, le Kino 35 et Cinesar Andiel. Les films que je sélectionne seront seulement dans les 3 premiers cinémas qui sont localisés dans le centre de Prague, sachant que celui d'Andiel est un peu plus loin.
Second film de ma sélection est un documentaire, magnifique documentaire de plus de 3 heures avec Bertrand Tavernier, mais pas que, car en fait on suit Bertrand Tavernier dans son voyage à la découverte du cinéma français. Il nous partage sa passion de cinéma à partir de sa naissance, enfin pas sa naissance à lui, mais la naissance de sa passion en tout cas, de quand il était jeune. Comme le titre le décrit, donc c'est Voyage à travers le cinéma français. C'est un véritable voyage en effet, c'est un voyage à travers le cinéma français des années 30 à 60. Et moi qui n'ai absolument pas connu ce cinéma, en voyant ce documentaire, grâce à Tavernier, j'ai eu l'impression d'être avec lui, d'être avec Becker, avec Carnet, Duvivier, Renoir, Gabin, Bourvil, tous ces grands noms. En sortant de la salle de cinéma, j'avais l'impression d'avoir rencontré plein de grands cinéastes qui étaient toujours là d'ailleurs. Et ça m'a donné envie de faire connaissance un peu plus avec eux. D'ailleurs, depuis, j'ai regardé le film Hôtel du Nord de Carnet, avec Arletty et Louis Jouvet. Et j'ai trouvé ça génial, j'ai adoré. Ça a beau être en noir et blanc, daté de 1938. Voilà, je m'éclate, je passe toujours un super bon moment, surtout avec cette scène atmosphère, est-ce que j'ai une telle d'atmosphère qui est une phrase culte du cinéma français. Très sincèrement, les 3 heures, on ne les voit pas passer. Donc voilà, c'est le début de mon voyage à travers le cinéma français. Après 2 premiers films au cinéma Svietozor, je découvre enfin celui de Lucerna. Ce cinéma, datant de 1909, alliant un art nouveau et celui de la Renaissance, est absolument magnifique. Et c'est les yeux ébahis que je découvre cette salle incroyable, propice au film que je m'apprête à découvrir. Albert Dupontel nous livre un grand film en adaptant le livre de Pierre Lemaître qui avait reçu le prix Goncourt en 2013. Je suis allée voir Au revoir là-haut en aveugle, c'est-à-dire que je ne savais rien, ni sur l'histoire, ni sur le contexte, ni sur les acteurs. Rien, je savais juste que c'était un film d'Albert Dupontel, c'est tout. Et on m'avait dit d'aller le voir. Et c'est pour ça que je ne vais rien dire sur ce film, parce que si tu ne l'as pas vu, j'aimerais que tu le découvres comme je l'ai découvert. La seule chose que j'ai envie de dire, c'est merci Albert. C'était un très joli film. C'était intéressant, c'était joyeux, c'était triste. Il y avait beaucoup de très bons acteurs. Côté réal, c'était pas mal aussi. Il y avait des mouvements de caméra assez sympas. C'était un bon film. Un bon film français. Moi, je trouve que c'est un film somptueux, avec des très jolis plans, avec beaucoup de couleurs, avec beaucoup d'humour. J'ai adoré. Messieurs, bonsoir. Bienvenue à la 20e édition du Festival de film français. Ce soir, nous avons le film Django qui ne va pas en distribution, mais vous pouvez l'influencer parce qu'avec votre bulletin de vote que vous avez reçu, n'oubliez pas s'il vous plaît le donner en sortant, parce qu'avec votre aide, le film pourra être soutenu pour la distribution. Il a été choisi par Tomáš Pélat de la radio tchèque. Et donc du coup, voilà, il est dans cette section de la critique tchèque. Nous avons préparé, grâce à la Chambre de commerce, un concert qui est à la sortie du film. Vous le trouverez à la galerie de Lucerna, juste en face du café. Et donc venez, ça sera du swing et on va pouvoir danser. Merci et bonne soirée. Là, on en est au 4e jour, donc 4e film, et c'est le film Django. Le film Django de Étienne Comard. Étienne Comard, c'est avant tout un scénariste, puisqu'il a co-scénarisé le film Des hommes et des dieux, et il a aussi co-scénarisé le film de Maïwenn, Mon roi, qui est avec Vincent Cassel, et un autre film d'ailleurs avec Vincent Cassel, qui est Gauguin, de Édouard Deluc. Et là, Django, c'est sa première réalisation, avec Reda Kateb dans le rôle titre. Et le film retrace une partie de la vie de Django Reinhardt, guitariste de jazz manouche, pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est un film aussi qui traite du sujet
du génocide des Tziganes pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est un sujet qui est très peu traité dans le cinéma, en dehors du film Liberté, qui est sorti en 2009 avec Marc Lavoine, que je n'ai jamais vu. Au niveau du film, j'ai beaucoup aimé le son et l'image. Par contre, au niveau de la réalisation, j'ai eu beaucoup plus de problèmes. Selon moi, il manque un rythme dans ce film, qui en plus est rythmé au son de la guitare. Voilà, le réalisateur Étienne Comard a décidé d'avoir un rythme très, très lent, avec des scènes longues. Et on ne comprend pas forcément où il veut nous emmener. Mais c'est certainement un choix. J'ai quand même appris des choses, enfin pas énormément, mais en tout cas j'ai quand même un petit peu appris des choses sur Django Reinhardt, mais pas énormément, pas des masses. En tout cas, je n'ai pas eu de grandes révélations. Mais c'est intéressant quand même c'est un film intéressant, c'est beau au niveau des images et du son. Mais voilà, sans plus, c'est pas marquant. En fait, je ressors du film et je n'ai pas l'impression d'avoir appris énormément de choses sur le personnage. En tout cas, il évolue, mais c'est pas énorme. C'est pas une évolution énorme. Et encore une fois, ouais, ce film manque de rythme. Dimanche, je suis allée voir un autre documentaire que j'ai failli ne pas voir, car en arrivant au guichet, ils me disent c'est sold out, plus de place, c'était dans une petite salle du cinéma. Et j'étais partagée entre la déception et la joie de savoir que la salle était pleine. Mais en même temps, j'étais pas à 100% dupe. En tout cas, je me suis dit, on sait jamais. Je vais rester à l'entrée, on va voir, peut-être qu'il y a une personne qui ne sera pas là, une place en plus, et je pourrai rentrer. Et ça n'a pas loupé, car en effet, une dame avait pris en fait, plusieurs places pour un groupe, et tout le monde n'était pas dans le groupe, donc j'ai pu racheter une place, et voilà, j'ai bien fait de persévérer, parce que c'était grandiose. En faisant des petites recherches après avoir vu le film, j'ai vu que Télérama parlait du film en disant que les cinéphiles, en regardant ce film, auront des papillons dans le ventre. Et des papillons, j'en ai eu dans le ventre, j'en ai eu dans le cœur, j'en ai eu dans les yeux, si c'est possible. En tout cas, c'était magnifique. C'est une véritable déclaration d'amour au cinéma et aux Frères Lumière de Thierry Frémaux, qui, rappelons-le, est le directeur général de l'Institut Lumière à Lyon. Les Frères Lumière sont les créateurs du cinématographe fin 19e siècle. Et donc en fait, ce film, c'est tout simplement un montage d'une centaine des films de 50 secondes de Louis Lumière et de ses opérateurs. Donc c'est les premiers films en fait qui ont été tournés après la création du cinématographe. Et c'est d'une pureté, c'est magnifique, c'est la création du 7e art en fait. C'est savoir qu'il y a une sélection de 100 films, mais c'est une sélection de 100 sur 1500 à peu près. Donc voilà, il y a de quoi regarder. La musique choisie par Thierry Frémaux pour ce documentaire est de Camille Saint-Sayen, qui est un contemporain des Frères Lumière, qui est d'ailleurs le premier compositeur du cinéma, on va dire. C'est le premier qui a composé de la musique pour le cinéma. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue. Vous savez, le cinéma, la musique, les arts de la scène donnent une adrénaline particulière, aussi bien pour les acteurs, les comédiens, les réalisateurs, que pour vous. C'est ça qui fait vivre l'art, justement. Et c'est pour ça que c'est toujours une grande joie, un privilège d'accueillir un de ces magiciens, lanterne magique pour le coup, qui vient ici nous parler, nous présenter un de ces films qui peuvent nous faire rêver et vibrer. C'est le 6e déjà, ça passe vite. Et j'ai choisi d'aller voir Gauguin. Et comme pour Rodin, pour ce film, il y avait aussi le réalisateur donc, qui s'appelle Édouard Deluc, que je ne connaissais absolument pas, je n'en avais jamais entendu parler. Le film est tiré des écrits de Paul Gauguin,
dans son carnet Noa Noa, qu'il a écrit pendant son premier séjour à Tahiti, qui était de 1891 à 1893. Paul Gauguin est joué par Vincent Cassel, qui montre un peintre, un Gauguin qui est moralement et physiquement au plus bas, et qui décide de partir donc à Tahiti et à la recherche d'inspiration. Et cette inspiration, il va la trouver justement auprès de cette Tahitienne, de cette jeune Tahitienne qui s'appelle Taura. Et là, voilà, il va peindre, il va la peindre énormément. En tout cas, cette rencontre va lui donner l'inspiration qu'il recherchait, dont il avait besoin. Malgré énormément de critiques négatives que j'ai pu lire après le film, personnellement, j'ai énormément aimé ce film. Par ses images, par ses cadrages, par sa musique, par son rythme, par son histoire. C'est pas un grand film, encore une fois, c'est un beau film. Et surtout, je ne connaissais pas Paul Gauguin plus que ça, je ne connaissais pas cette histoire. Certes, il y a beaucoup de choses qui sont un petit peu étouffées dans ce film par rapport à l'histoire en réalité, mais c'est un beau film. Après, si on est un puriste, c'est vrai que forcément on est un petit peu plus pointilleux, mais de mon côté, j'ai beaucoup aimé en tout cas. Pour faire une petite confrontation quand même de ce film, étant donné que le co-scénariste de Gauguin c'est Étienne Comard, et Étienne Comard est le réalisateur de Django, j'ai trouvé que Gauguin avait beaucoup plus de rythme que Django, et donc du coup je suis beaucoup plus restée dans le film de Gauguin, où finalement il se passe pas énormément de choses non plus, mais Django manquait de rythme à côté. Voilà. Donc si on parle de rythme, moi j'étais beaucoup plus prise dans le film Gauguin que dans le film Django. Très très beau film, une vraie rencontre avec la nature, la découverte d'un nouvel artiste, une très belle bande son, et un film que je conseille de voir, voilà, tout simplement. Très belles œuvres, moi je connaissais pas l'artiste. En arrivant, je croyais que c'était un écrivain. Ah ouais, un très très bon jeu de Vincent Cassel. Ouais, c'était un vrai voyage dans des terres que l'on ne connaît pas, que l'on n'a jamais vues. Je savais que ça avait été un artiste qui avait une vie difficile, qui avait percé entre guillemets après sa mort et qui avait justement eu une vie un peu sombre mais loin de tout et très isolée comme ça. Voilà, ça reste un artiste qui a eu une vie particulière. 120 battements par minute est donc le dernier film que je suis allée voir au Festival du film français à Prague. Dernier film de Robin Campillon qui a été le co-scénariste du film Entre les murs, qui avait reçu la Palme d'Or en 2008 et le César de la meilleure adaptation en 2009. Pourquoi je dis ça? Parce que 120 battements par minute a aussi troublé Cannes cette année et s'est vu décerner le Grand Prix. J'avais absolument envie de voir ce film du fait de son sujet qui est selon moi un sujet important. L'histoire se déroule au début des années 1990, au moment où le sida se développe, depuis une dizaine d'années maintenant, mais il se développe dans l'ombre et atteint des personnes qui sont exclues de la société, c'est-à-dire les homosexuels, les trans, les drogués, les prostituées. Nous suivons donc les actions et les AG. Les AG, c'est les Assemblées Générales d'ACT UP Paris, qui est une association qui milite, qui lutte contre l'indifférence du gouvernement, du public et des groupes pharmaceutiques face au sida. Et c'est donc dans ce contexte que nous suivons des personnages qui se battent contre la maladie, qui se battent pour continuer à vivre, qui se battent pour continuer à aimer, et on les suit donc dans leurs actions, dans leurs AG et un petit peu dans des moments intimes de leur vie. La critique du public a été très négative en comparaison avec la critique de presse qui a fait les éloges de ce film. D'un certain côté, je peux comprendre cette déception parce que ce n'est pas, selon moi, un grand film, mais c'est un film important. Pourquoi? Parce que ça te donne une claque, tout simplement. Ça te rappelle que ces faits datent d'il y a 25 ans, 30 ans, et que ça s'est passé, et que ça se passe encore dans d'autres pays. Toutefois, je dis que ce n'est pas un grand film, mais c'est un film qui m'a beaucoup plu. J'ai beaucoup aimé la réalisation, j'ai beaucoup aimé les jeux d'acteurs, la musique. Et puis moi-même, j'ai fait partie d'associations dans ma courte vie actuelle. Et de voir ces scènes d'AG replonger dans ces assemblées générales interminables avec ces débats. Et vraiment, en fait, ce film montre en effet que ACT UP Paris, comme toute association, mais c'est vrai que là, c'est quand même un sujet
c'est quand même un sujet important et c'est des vies qui sont en jeu quand même. On voit que c'est donc une communauté, c'est une collectivité, mais que malgré tout, l'individu est toujours là. C'est-à-dire que les individus ne sont pas tous d'accord les uns avec les autres. En fait, ils ont tous le même but, mais ils ne sont pas d'accord dans la manière d'accéder à ce but. Ce film est à voir. Il n'est pas forcément compréhensible par tout le monde, car je pense que le réalisateur et le scénariste, qui est un ancien activiste de ACT UP Paris, ont voulu faire passer des messages et ont voulu réaliser le film avec des subtilités qu'on n'arrive pas forcément à capter tout de suite. Je suis ravie de ma sélection. Comme tu peux voir, il y a énormément de films liés aux artistes. On a vu Rodin, Django, Gaudin, 2 documentaires magnifiques du président et du directeur de l'Institut Lumière qui sont Bertrand Tavernier et Thierry Frémaux, qui m'ont fait découvrir énormément de choses sur le cinéma français et ses origines avec les frères Lumière. D'ailleurs, c'est assez drôle, et les 2 autres films, qui sont Au revoir là-haut et 120 battements par minute, ont en commun l'acteur Nahuel Pérez Bescoyat, si j'ai bien dit son nom, qui est une révélation pour le cinéma français, je pense, et puis moi aussi, que j'ai beaucoup apprécié.